Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu. Alors aujourd'hui, nous allons parler data, IA et protection des documents. Pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir sur ce plateau Azzedine Bendjibour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et dirigeant de Suadeo, donc éditeur de logiciels français. Suadeo propose donc une plateforme data et IA à la fois complète et souveraine. On va beaucoup parler souveraineté aujourd'hui. Alexandre Casagrande, bonjour. Bonjour. Alors Alexandre, vous êtes président fondateur d'Onyx, société spécialisée en analyse documentaire et tout particulièrement tout ce qui est documents d'identification. Tout à fait. Voilà. Alors Azzedine, je vais commencer par vous. Vous êtes titulaire d'un doctorat en statistique. Vous étiez à l'université Pierre et Marie Curie. Très loin. Et vous avez commencé votre carrière en tant qu'enseignant, en tant que professeur, donc dans l'enseignement supérieur. Vous êtes resté à la fac, en gros, sur les bancs de la fac, voilà, donc en université, mais également en école d'ingénieur, avant de vous diriger vers le privé, dans la partie tout naturellement statistique, marketing, donc chargé d'études statistiques, et puis vous êtes allé après vers différentes sociétés de services spécialisées dans le business intelligence, avant de rejoindre un éditeur de logiciels leader dans le domaine de business intelligence. Et puis, en 2004, vous vous dites, ça y est, je vais fonder une entreprise et vous avez souhaité créer cette entreprise appelée Suadeo parce que vous aviez la volonté, vous dites, de replacer les métiers au cœur du processus data, c'est-à-dire, vous connaissez mon CV mieux que moi. Ce qu'on a voulu faire en 2004, en fait, c'était, on a créé Suadeo sur 2-3 convictions, 2-3 axes majeurs qui étaient, il faut autonomiser et rendre indépendants les utilisateurs. Mais ça, à l'époque, les gens commençaient à le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis convaincu depuis très longtemps que la valeur de la donnée réside dans l'usage que les métiers en font. C'est-à-dire que vous mettez à disposition quelques données ou indicateurs à deux utilisateurs qui ont le même métier, ils ne l'utiliseront pas de la même manière. Et donc, moi, je trouvais que c'était le point faible de tous les projets BI à l'époque. Alors, on a créé Suadeo en disant, voilà, on va s'arranger pour que la production de données, pour faire court, se réalise très vite pour laisser le champ le plus longtemps possible à l'utilisateur, à l'usage de l'utilisateur, quel que soit l'utilisateur dans une entreprise d'ailleurs, l'usage sur son champ d'intervention. Donc le deuxième axe qui était fondateur pour nous, qui était une révélation à l'époque, c'était les métiers ne savent pas ce qu'ils veulent. Tous les projets BI vous le diront, les maîtrises d'œuvre vous diront toujours que les maîtrises d'ouvrage ne savent pas ce qu'ils veulent, et les maîtrises d'ouvrage vous diront toujours que les maîtrises d'œuvre n'ont toujours pas compris ce qu'on veut. Alors moi, je suis assez d'accord avec les deux constats d'ailleurs. Les métiers ne savent pas ce qu'ils veulent, mais ce qui est sûr, c'est que la personne la mieux placée pour aller chercher la réponse à une question métier qui, par nature, est très complexe, parce qu'elle aboutit à une prise de décision, c'est la personne qui se pose la question. Bien sûr. Et donc, fort de ça, on va chercher une équipe. Vous savez, on a des gens brillants dans ce pays. Donc, très facilement, on en trouve partout. Et on constitue un département de recherche et développement. Et on leur dit, voilà, développez-nous une plateforme logicielle qui fait que la personne en situation, en posture d'analyse, va jusqu'au bout de ses intuitions, explore, essaye de trouver des leviers, sans presque jamais, au début il fallait le construire, presque jamais appeler des collègues ou des tiers qui n'ont pas le même métier. Et donc, de fait, on arrive sur le développement d'une plateforme data avec tous les outils de la business intelligence. Ouais. Alors, Azzedine, vous avez mis
Quasiment 20 ans, 2 décennies oui, parce en qu'on est termes de R&D. Oui, parce qu'on est en France. Alors, je vais vous dire le truc, c'est que vous allez aux États-Unis, vous allez voir un fonds de pension, vous lui dites, voilà, moi j'ai une superbe idée, il a 400 millions de dollars, et puis il fait de la recherche, au bout de 5 ans, il a un truc qui ressemble, alors qui ne fonctionne pas franchement toujours très bien, mais qui ressemble à quelque chose, et puis à coup de marketing, il le déploie, et c'est les clients qui payent la R&D après. En France, on ne peut pas faire ça. Ouais. Donc, alors, comment on fait ? Eh ben, je suis tombé face à dans un secteur qui me parle, qui est le monde de la protection sociale, face à des dirigeants à qui j'ai dit, il faut arrêter de balancer des indicateurs à la figure des utilisateurs. Je dis, vous voyez bien qu'ils ne l'utilisent pas. Travaillons sur l'usage qu'ils vont en faire. Donc, et j'ai proposé mon projet à certains directeurs de mutuelles qui m'ont dit, Banco, mais faites-le pour vous. Donc, voilà, c'est là qu'on crée une boîte qui est 100% française, qui a plus de 21 ans de R&D, et on construit toute la plateforme avec pendant 18 ans, plus d'une centaine de clients qui nous ont aidés à faire de la R&D. Pas de commerce, pas de marketing. Donc on a vocalisé la boîte parce qu'on est très français. Donc d'abord la production, ensuite le marketing. Les autres, ils font un peu le... C'est de vrais enjeux quand même, parce qu'effectivement, il faut avoir les reins solides, comme on dit, pour pouvoir pendant 20 ans être sur de la R&D et avoir... On l'a fait en communauté avec nos clients. Oui. Sinon c'est impossible. Exactement. C'est pour ça qu'il y a très peu de boîtes, ce qui est désolant, hein, dans un pays où on a les cerveaux, on a les gens qui vont bien, la force vive, il y a très peu d'éditeurs dans ce monde-là. Mais c'est nos clients. Mais jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a une approche usage. C'est l'usage qui est le plus important. Mais si tu passes 2 ans à développer des indicateurs ou à documenter des données, il est où l'usage là-dedans ? Donc, on arrive en 2018... comme une petite start-up, parce que c'est notre logiciel aussi, avec une plateforme qui maintenant est énorme. Data, avec tous les outils qui rivalisent chaque outil rivalise avec son homologue américain. Alors, comme vous l'avez dit, hein, Zidine, vous avez commencé dans le secteur de la santé et de la prévoyance, et puis petit à petit, progressivement, vous êtes allé vers d'autres secteurs d'activité, tout naturellement, et puis aussi en travaillant avec différents clients, et aujourd'hui, nous sommes sur Anous Sécurité, donc nous sommes sur la partie sécurité dans le sens global du terme, et c'est un secteur sur lequel vous êtes également. On y reviendra plus particulièrement tout à l'heure, mais on peut déjà dévoiler, où vous avez commencé à parler de clients. Vous avez de grosses organisations qui vous suivent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez en citer quelques-unes. En citer quelques-unes. Donc après 18 ans de gestation, on va dire, on est né en même temps que le Covid, en réalité. On est sorti du bois en même temps que le Covid. Puis là, on est happé parce qu'une plateforme comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, et donc, on est happé. On a comme client l'assurance maladie, l'Agence spatiale européenne, la Commission européenne, le ministère de l'Intérieur, avec qui on a fait les JO, et chez qui on est au centre interministériel de crise, etc. On a des banques clientes. Et beaucoup le public, parce que c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Mais on est dans l'industrie. Vous êtes également dans le secteur privé, des banques et d'autres encore. Vous parlez de numérique responsable. Pourquoi ? Oui. Eh ben, le RSE, comme ils disent dans les PPT, c'est très important, mais c'est naturel chez nous. Donc vous imaginez... On a un numérique responsable dans le sens où, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de stockage. Une grande partie du process de traitement de SUADEO se fait sans stockage physique. Donc vous n'avez pas toutes les conséquences de consommation électrique, etc., puisqu'on a virtualisé une grande partie du système. Mais tout est pensé comme ça. Et puis nos collaborateurs sont embauchés uniquement, exclusivement sur leurs compétences. Et pas autre chose. Effectivement, le capital humain, on le sent, est un aspect fondamental au sein de SUADEO. La plateforme est certifiée HDS. Et plus que ça, d'ailleurs. Et plus que ça. Oui. Donc, en fait, comme la plateforme porte le cycle de vie de la donnée de bout en bout, de la donnée de gestion jusqu'à la diffusion et la consommation, sans aucun trou, avec tout un mécanisme de sécurisation d'accès, de cryptage, de chiffrement,
On sait à tout moment qui regarde quoi, à quel endroit. Cette plateforme a été, avec tout un système d'audit, l'administration fait aussi de l'audit et bien autre chose, bien plus d'ailleurs. Donc cette plateforme a été auditée justement dans le cadre des JO par les gens qui vont bien, et elle a été estampillée diffusion restreinte. Elle est installée sur le cloud de l'État, qui est Cloudflare. Et il n'y a pas de fuite de données, puisque tout est tracé, tout est surveillé dans la plateforme de bout en bout. Pourquoi on l'a fait comme ça ? C'est une architecture data mesh pour ceux qui parlent un peu technique, mais pourquoi on l'a fait comme ça ? On pense que sécuriser des outils entre eux, c'est-à-dire des gens qui interviennent sur des périmètres techniques différents, c'est infiniment plus compliqué que de sécuriser l'accès et l'utilisation de la donnée dans une plateforme qui, elle, tient tout le process. Donc la personne qui est à l'extraction de données, vous la chopez, vous regardez, vous lui donnez un système de sécurisation d'accès ou d'habilitation qu'elle promène jusqu'à le portail, le dashboard, le report en sortie, puisqu'on a tout dedans. Vous allez continuer, parce qu'on boit vos paroles, Azini, vous allez continuer à nous parler de cette plateforme. Mais juste avant, j'aimerais laisser un petit peu la parole à Alexandre. Alors Alexandre, vous connaissez cette émission, vous êtes venu en octobre 2022. On était au tout début des premières émissions de Top Sécu, et on a plaisir à vous retrouver 4 ans après. Alors 4 ans, non, j'exagère parce qu'on est en début d'année, on va dire 3 ans et demi après. Voilà, alors je rappelle très rapidement votre parcours, on le connaît, et nos abonnés iront voir cette émission que nous avions faite en 2022, donc 12 ans dans les forces spéciales au sein du ministère des Armées, puis consultant, donc vous avez rejoint également après la sécurité, enfin on va dire les établissements privés, vous avez été consultant sûreté chez Chanel avant d'être directeur sûreté de la 7, de la Tour Eiffel, la fameuse grande dame, avant de créer donc la société Onyx. C'est là encore, alors j'aime entendre ces histoires des entrepreneurs qui, à un moment donné, clé de leur vie, ont une idée. Et là, vous aviez été vous-même, je rappelle, confronté à la problématique de l'analyse de documents d'identité, et vous aviez noté qu'il y avait un véritable besoin opérationnel. Exactement. En fait, en 2017, j'ai vu une problématique sur la sécurisation et la reconnaissance des documents d'identité. Et donc, j'ai fondé Onyx, qui est une société française, 100% française, c'est important aussi de le dire. Tout à fait. Et on a créé un logiciel qui permet aujourd'hui d'analyser, de contrôler tous les documents d'identité du monde en quelques secondes et dire s'ils sont vrais ou faux. L'idée est d'accompagner les entreprises françaises et internationales pour on va dire, le premier contact qu'ils ont avec soit des sous-traitants, soit des futurs personnels. Voilà, ça, c'est l'intérêt. Ça, c'est la genèse, effectivement. Alors, depuis, vous avez avancé, et on va en venir très rapidement sur la situation actuelle d'Onyx. On peut le dire, vous êtes le leader, ou du moins un des leaders nationaux. On est le leader national, voilà, et puis on commence à bien fonctionner en Europe et dans le monde. Ouais. Alors, il y a quelques autres sociétés qui s'y mettent aujourd'hui, bien évidemment, et au contraire, la concurrence fait que ça crée du dynamisme. Quelles sont vos forces aujourd'hui ? Alors, la vraie différence, c'est que nous, on fait de l'analyse physique des documents d'identité, donc on contrôle les documents en faisant une analyse des patterns que l'imprimerie nationale met dans les documents, donc de l'ultraviolet, de l'infrarouge, on extrait la puce RFID, et on va aller faire ce qu'on appelle de l'analyse en microtexte, et donc on a une solution qui est extrêmement rapide, fluide, intuitive, et qui permet d'analyser donc les documents en 6 à 8 secondes. Oui, donc très très rapide, assez intuitif, assez facile, aisé. Voilà. Alors, l'évolution de l'entreprise au niveau RH, c'est incroyable, parce que, alors, j'ai regardé à 2 fois 400%. C'est ça. C'est ça. Bon, après, on a commencé. Quand j'étais venu vous voir au départ, on était une petite société qui démarrait. Oui. Et c'est vrai qu'on a bien grandi, on a une vraie équipe maintenant d'une
presque une quinzaine de développeurs. On s'est structuré, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'on sort un peu du mode start-up. C'est ça. Alors on a mis aussi du temps, alors pas 18 ans, mais c'est vrai qu'on a mis du temps parce que, comme vous l'expliquiez très bien, il faut le temps de pouvoir financer tout ça. On a levé des fonds, on s'est fait aider aussi de BPI et d'acteurs, notamment nous on est en région Auvergne-Rhône-Alpes, donc on s'est fait aider de cette région-là et on avance bien pour justement sortir un produit toujours plus performant. Et c'est vrai que tout ce développement prend du temps et il faut quand même pas trop en perdre parce qu'on a forcément de la concurrence européenne, internationale qui peut arriver, mais on est quand même pas mal. On est Alors, bien... à l'heure où on parle beaucoup souveraineté, effectivement, c'est une bonne chose, on va dire, et voilà. Tous les deux, vous avez ce point commun au niveau R&D, effectivement, et on le voit, hein, c'est prégnant, où on sait c'est essentiel, et en même temps, ça prend du temps, et il faut réinvestir régulièrement. En tant que chef d'entreprise, première question qui me vient à l'esprit, déjà, pour votre entreprise, Alexandre, ça représente quel pourcentage la R&D au niveau RH, déjà, au sein de l'entreprise, et en investissement? C'est 60 à 70% de la partie RH. Et en investissement, c'est la quasi-totalité de tout ce qu'on gagne. Aujourd'hui, le but n'est pas d'être bénéficiaire, mais c'est de réinvestir. Je pense que pour vous, c'est pareil. C'est de réinvestir et de sortir des technologies encore plus fortes. Là, on est sur l'IA. Bon, l'IA est un grand mot, mais en fait, on est en train d'évoluer énormément là-dessus, avec des technologies extrêmement fortes. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps, et il faut le temps d'avancer là-dessus pour être performant. Les profils ? Des docteurs en IA, des spécialistes en fait de ce domaine, un peu comme monsieur. Vraiment, c'est très particulier parce qu'en plus, nous, on est sur la reconnaissance des titres, donc la reconnaissance des documents. On fait de l'ossérisation, donc il y a tout un tas de profils divers et variés. Et on recrute encore, donc n'hésitez pas. Il ne faut pas hésiter sur le site d'Anews Sécurité. Je rappelle qu'il y a un onglet dédié à tout ce qui est offre et demande d'emploi. Donc, il faut nous adresser vos demandes ou les offres, bien évidemment. Au niveau partenarial, les partenariats, c'est important chez Onyx également. Vous avez signé différents partenariats. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, effectivement, on a signé plusieurs partenariats de recherche, notamment, et dont un avec le CNRS, où on est assez fiers sur la cryptographie des données. Et donc, on est en train d'avancer là-dessus. Il y en a d'autres que je ne peux pas citer. Bien sûr. Mais effectivement, c'est important pour nous parce qu'on est toujours dans la recherche et l'évolution des dernières technologies. Et pour ça, c'est vrai qu'en France, on est quand même bien équipé en termes de recherche et il faut savoir se faire aider de spécialistes comme cela. Alors Alexandre, on a parlé un petit peu de la croissance interne, la croissance externe, qu'en est-il? On se développe pas mal, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, nous, les secteurs sont assez riches. On accompagne beaucoup d'industriels de l'industrie de défense, des RH, des banques, des logisticiens. Partout où vous avez besoin, en fait, où vous donnez votre pièce d'identité, vous avez besoin d'un système comme le nôtre pour savoir qui rentre chez vous. La fraude, c'est large, hein, ça va, ce qu'on appelle un peu vulgairement la fraude sociale, donc liée à l'immigration, mais on a aussi l'espionnage industriel. On l'a pu le voir à travers certains de nos clients chez qui on a détecté des fraudes assez impressionnantes. Et donc, il y a ce besoin de se protéger et donc besoin d'une solution comme nous. Voilà. Très bien, on reviendra sur la prospective, où va aller Onyx demain. Avant ceci, je vous l'avais promis, Azzedine, je reviens vers vous et je reviens vers vous sur la partie sécurité en tant que telle de votre plateforme. Alors à différents niveaux, vous avez commencé à le dire, hein, il n'y a pas que HDS, vous m'avez dit tout à l'heure, en termes de conformité, il y a l'IA Act, bien évidemment, le RGPD, il y a aussi l'ISO 27001. Voilà, vous voulez faire en sorte d'être bordé, entre guillemets, des différentes... On porte toutes ces normes. Voilà. On intègre toutes ces normes-là. Oui. En fait, on a gagné un concours de circonstances. On a commencé dans le monde de la santé. En termes de confidentialité, de sécurisation de la donnée, c'est compliqué de faire plus. En termes de volume de données, d'environnement big data massif, c'est sur leur monde. En termes d'hétérogénéité de la donnée,
ça a fait de nos clients, de ce secteur-là, un environnement de recherche et développement incroyable pour nous. Donc en fait, la sécurité est tracée, administrée, l'usage de la donnée sur tout le processus de traitement nous a été imposé dès 2008-2009 avec l'arrivée de Solvency II. Vous savez, la transcription de BAL2 des banques au monde de la santé. Donc la plateforme, elle a été construite avec cette préoccupation majeure dedans. Donc du coup, on est compatible HDS, on respecte l'IA Act, c'est-à-dire que on a de l'IA partout, sur tout le process, dans tous les objets. Il y a un agent qui aide n'importe quel utilisateur à son niveau. Et l'IA n'attaque jamais directement la donnée. L'IA demande juste à la plateforme, voilà ce que les gens demandent, c'est la plateforme qui fait. Et la plateforme génère toutes les demandes et les données touchées par le modèle IA. Ça, c'est natif. Donc là, et puis, c'est comme ça qu'on arrive qu'on a été, comment dirais-je, benchmarké par le ministère de l'Intérieur sur les JO. Oui. Alors, parlez-nous-en un petit peu. C'était une épreuve. On a eu la médaille d'or. C'est des JO cotés avec les gens des gens fabuleux d'ailleurs du ministère de l'Intérieur qui étaient là pour sécuriser tout le territoire. Donc, on a été choisi pour les JO et avec des dizaines de personnes, place Beauvau, tout corps de sécurité, on a conçu un hyperviseur tous ensemble. Qui a servi et en centrale et en local avec 2000 utilisateurs, enfin 2000 agents, gendarmes, policiers, tous les gens concernés par la sécurité. Et donc pendant des mois, on l'a éprouvé sur la venue du roi Charles, du pape en France, la Coupe du Monde de rugby. Et puis on a joué nos épreuves aussi, place Beauvau. Quand on parle de continuum, de coopération, là c'est un très bel exemple. C'est-à-dire que vous avez pu construire, créer un hyperviseur, le contextualiser et le créer en coopération avec les acteurs publics. Si vous me permettez, je vais leur rendre hommage, mais vraiment. Alors vous voyez la méthode classique, tout ce qui a été dit avant avec notre ami là, je partage à 100%. La R&D, c'est 80% de notre budget. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour nous battre contre des éditeurs qui ne sont pas français. Vous êtes là pour la souveraineté. Merci. Voilà, exactement. Merci. Tous les matins, on se bat pour ça, nous. Et il y a eu une révolution numérique. Une révolution, ça veut dire avant, c'est mort, tous disparaissent, et c'est les nouveaux qui arrivent, qui notamment prennent d'autres démarches, qui survivent. C'est quoi cette démarche ? Allez voir des agents de police, des gendarmes, des pompiers, mais valeureux à un point, des gens des transports, etc., en leur disant exprime-moi ton besoin, dis-moi comment tu pilotes les JO. C'est ça. Ils répondent tous, mais j'ai jamais piloté de JO de ma vie. Alors comment on fait ? Alors on les ramène, on les met dans des salles de réunion, on projette la plateforme qui existe et on leur dit écoutez, on va jouer au Lego. Dites-nous comment vous le sentez. Si vous regardez un stade, comment vous regardez votre stade ? C'est l'usage qui est important. Et puis on teste, en jouant au Lego, ça va tellement vite qu'en fait, on le fabrique en marchant avec eux. Et au bout de quelques semaines, on a un truc qui est pertinent, qui leur parle, qui est à leurs mains, hop, il passe en production. Et on avance comme ça. Et on a fabriqué ça en quelques mois. On a un hyperviseur extraordinaire qui est au centre interministériel de crise aujourd'hui. C'est ça. Mais qui a été fait en vérité par eux. Nous, on est juste le support et on leur dit dedans, c'est que des objets. Jouez au Lego et vous maîtrisez tout le process. Eh bien, merci pour cet hommage et vous êtes plein d'humilité, Azzedine, parce que forcément, vous y avez largement contribué. Mais effectivement, c'est un magnifique exemple. On aura l'occasion d'y revenir parce que je pense que cet exemple, ce rétexte, comme on dit à lui seul, mériterait au moins une demi-heure d'explication. Mais il fallait effectivement en passer par là. Alors, on a parlé beaucoup de souveraineté. Dans votre vision et perspective dans les années à venir, pour vous, vous le dites, vous le martelez, Azzedine, les sujets majeurs pour Suaideo commencent par la souveraineté, la sécurité et l'IA. La souveraineté, c'est presque une histoire pas d'orgueil, parce que c'est un défaut. On a les gens qui vont bien ici. De fierté. Oui, s'il vous plaît. On a les gens... Alors, on a plein de défauts, hein. On les connaît, les défauts. Hein. Mais on a ce qu'il faut. On n'a pas à complexer, comme le font beaucoup de nos décideurs, quand ils ne sont pas hypnotisés,
par la production de gens qui travaillent beaucoup de l'autre côté, que je respecte beaucoup pour ça. Donc, on a les gens pour ça. Il faut juste s'y mettre, ça prend plus de temps, c'est beaucoup de R&D, parce qu'on avait un retard incroyable à rattraper. Et donc, on est obligé de mettre 80% de notre chiffre d'affaires dans la R&D, et il faut que ça reste innovant. C'est ça qui fait qu'on reste quand même à 80% et on ne changera pas l'investissement. On est obligé de maintenir... Et donc, moi, quand on décide de créer Suadeo, on sait que l'avenir des outils est terminé. L'avenir est à la plateforme data. Tout le monde y va. Il se trouve qu'on a eu un coup de poing incroyable. Il y en a une qui existe en Europe et elle est française. On marche avec nos clients, on a tiré la pelote de laine et puis on est arrivé, on est parti des outils de restitution et on est arrivé jusqu'aux données de gestion. Et quand on le pose, c'est un seul moteur, une plateforme. Et notre ambition, moi j'en ai qu'une, qui peut paraître mégalo, mais si on ne l'est pas, on n'y arrivera jamais. Dans 4-5 ans, il y aura peut-être 3-4 grandes plateformes data IA dans le monde. Je veux qu'une des 4 soit française et que ce soit Suadeo. On fait le pari, Azedine. Ou une autre française si on n'y arrive pas entre nous, mais qu'elle soit... Voilà, là c'est un français là. Eh bien écoutez, vous avez raison et on fait le pari et promis, dans 4 ans on se redonne rendez-vous et on verra, mais on ne peut que l'espérer. Alexandre, alors souveraineté, oui, forcément. Forcément, c'est important, je rebondis sur ce que dit Azedine, mais pour nous aujourd'hui, et c'est là où les acteurs importants français doivent aussi accompagner des sociétés comme les nôtres, parce qu'on est là, nous on s'investit, mais s'ils commencent à aller chercher de l'américain ou autre chose, ça ne va pas nous aider. Nous, au Onyx, on s'est construit aussi à travers nos clients. On a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a écouté nos clients pas à pas pour comprendre ce qu'ils voulaient, comprendre comment ils voulaient que ça fonctionne, parce qu'en plus d'analyser des documents, bon, bien sûr on a une plateforme où la data remonte pour nos clients, où il y a de l'information, tout ça on l'a construit avec eux, et c'est vrai que c'est essentiel que ça soit des sociétés françaises qui protègent des acteurs extrêmement importants, que ce soit Airbus, Safran, nous on a des ministères également et qui on travaille, je ne vais pas forcément les citer, mais on a plusieurs ministères qu'on accompagne, et c'est vrai que c'est important pour eux que ce soit des sociétés françaises qui soient à côté d'eux. Bien sûr. Comment vous voyez, où vous voyez Onyx dans 3-4 ans? Là, on l'a su par Azedine pour Suadeo. Et vous, alors? On va dire qu'un peu comme vous, nous, on avance pas à pas. On essaye quand même de gravir les marches au plus vite qu'on le peut. On a d'abord sectorisé la France. Aujourd'hui, on est installé partout en France. 2024-2025 en Europe. Et là, on commence à signer des contrats à l'international. On accompagne énormément de nos clients à l'international. Ouais. Je pense qu'on est en train de se diversifier de plus en plus. On a sorti plusieurs produits, dont le dernier, le kiosque, est une borne automatique qui permet de s'enrôler automatiquement en fait, pour entrer dans un bâtiment. Tout ça est relié à du contrôle d'accès, donc ça fluidifie l'accès personnel. Je pense que c'est vraiment un marché porteur. Et quoi qu'il arrive, on le voit, il y a des millions de faux documents qui circulent dans le monde. Et de plus en plus. Et de plus en plus, c'est assez facile, c'est de plus en plus facile à en faire. Donc autant les détecter et se protéger. D'où la nécessité de bien se protéger. Je pense que c'est peut-être le message que vous voulez passer à nos abonnés. Je ne sais pas s'il y a un tout dernier message, Alexandre. Un tout dernier message, n'hésitez pas à nous contacter. Je veux dire, on est des sociétés françaises, venez nous voir, ça prend quelques minutes. Je pense qu'un bon pitch est fait, comme on l'a fait au CES Las Vegas, en moins d'1 minute. Donc voilà, ça c'est un plaisir. C'est important qu'ils viennent vers nous. Oui, oui, exactement. Un mot de la fin également, Azedine. Oui, on a besoin d'eux pour nous faire grandir. Voilà. Nous, on se bat comme on peut tous les jours, mais il faut que... Alors, je vais le dire autrement, on ne sait pas acheter français parce qu'on est français et ce n'est pas ce qu'on demande. Non. Mais on demande à ce qu'on nous laisse jouer, qu'on nous fasse jouer. Et la confiance, c'est y croire. Hein. Tout à fait. En tout cas, merci à vous deux pour vos beaux parcours et voir où vous en êtes aujourd'hui. Et on vous suivra pour voir où vous en serez dans 3-4 ans. Mais on continuera à échanger avant, bien évidemment, et au quotidien. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission Top Sécu. Et à très bientôt pour une nouvelle émission.